nous avons besoin d'une source d'eau froide et qu'il nous faut un débit suffisant. Donc, c'est pour ça qu'on les a mis à ces endroits-là. Elles sont aussi situées à un endroit stratégique. On les a mis à proximité des zones de consommation d'électricité. Vous connaissez l'effet Joule, transporter de l'électricité, c'est bien, mais on peut avoir un échauffement des câbles et chauffer les oiseaux, ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, on les a installés notamment tout autour de la région parisienne pour pouvoir alimenter la région parisienne et la région lyonnaise en électricité. Alors, une centrale nucléaire, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un schéma de principe. Vous avez 3 circuits qui sont complètement indépendants les uns des autres. Il n'y a pas de circulation entre les 3 circuits. Donc, c'est tout simple. On a dans le circuit primaire le réacteur. Dans le réacteur, on a de l'uranium et par la réaction de fission, on va avoir un dégagement de chaleur. Cette chaleur nous intéresse parce qu'on va utiliser l'eau comme fluide caloporteur pour transporter cette chaleur de la cuve jusqu'au générateur de vapeur. Le générateur de vapeur, en fait, c'est un échangeur de chaleur et l'eau, la chaleur de cette eau va être transférée à l'eau du circuit secondaire qui, elle, va passer en vapeur. Cette vapeur va aller travailler sur une turbine, elle va entraîner les ailettes d'une turbine, l'axe va tourner, l'alternateur va tourner, on va produire de l'électricité. Cette vapeur, une fois qu'elle a travaillé, elle est détendue, la pression est beaucoup plus faible, elle s'est chargée en humidité, on va la refroidir au niveau du condenseur pour la repasser sous forme liquide. Et on la renvoie vers le générateur de vapeur. Donc, on a 2 circuits complètement indépendants, l'un où l'eau reste liquide en permanence, on est à 300 degrés, 155 bars, à peu près. Alors que sur le circuit secondaire, on va avoir une eau qui va passer du liquide à la vapeur, vapeur liquide, et le cycle se fait en permanence. Donc, comment est-ce qu'on va refroidir la vapeur? En fait, on va utiliser une source d'eau froide, l'eau, soit de l'eau de mer, soit l'eau du fleuve. Donc, on va la pomper ici dans un fleuve. Elle va se réchauffer légèrement au niveau du condenseur, mais il n'est pas question de la renvoyer comme ça dans le fleuve. Donc, on va la refroidir au niveau de cette grande tour qu'on appelle un aéroréfrigérant. Donc là, en fait, on projette l'eau sur des sortes de grillages qu'on appelle des packings. Il y a un courant d'air ascendant qui va refroidir l'eau et donc on va avoir des nuages, de la vapeur d'eau qui va se dégager au-dessus. C'est l'eau qui s'est réchauffée, qui s'est refroidie, et on va rejeter une partie de cette eau-là de nouveau en fleuve. Donc là, par contre, c'est un circuit ouvert. Alors, pourquoi est-ce qu'on va parler de chimie? En fait, tout simplement, c'est parce que quand je vous parle d'eau à 300 degrés, 155 bars, si on sait que les matériaux, c'est essentiellement des matériaux métalliques, on a des risques de corrosion. Et ça, la corrosion est donc de dégradation des matériels. Donc, le rôle de la chimie, en fait, c'est d'avoir un pH de moindre corrosion et d'avoir plutôt des milieux réducteurs. Alors, on a aussi une partie super intéressante qui est l'environnement. Donc, la chimie, je vous en ai parlé d'un premier temps, là, c'est plutôt à l'intérieur de la centrale. On va faire des tas de contrôles en permanence, tous les jours de l'année, plusieurs fois par jour, par moment, tout autour. Donc, vous avez en rouge tous les contrôles. Donc, on va faire des contrôles sur l'eau qu'on va prélever, les rejets, les eaux de pluie, les eaux des nappes souterraines, les gaz également, tout ce qui est poussière aérosol tout autour de la centrale. Et ça, on fait des prélèvements quotidiens, en permanence. En fait, on a des petites pompes, par exemple pour les aérosols. On prélève un volume normé d'air chaque jour et on fait passer cet air sur un filtre et on analyse les aérosols. Donc, en ce moment où on a des conditions anticycloniques fortes et où il y a assez peu de vent, on sait qu'on va trouver beaucoup plus de radioactivité naturelle sur nos filtres. Voilà, on les analyse et en fait, c'est un phénomène complètement normal. Donc, pour résumer ce que je vous ai dit, le rôle de la chimie, c'est pour maîtriser la corrosion. Donc, on va conditionner nos circuits, on va suivre nos polluants. Donc, alors les polluants, je ne vais pas me faire des amis auprès des professeurs. En fait, nous utilisons une unité qui va leur faire dresser les cheveux sur la tête, le ppb. Donc, c'est une partie par milliard. Donc, en fait, nous cherchons le microgramme par kilo en permanence. Donc, en termes de suivi analytique, on va faire des mesures de pH et on va aussi utiliser des ICP-MS, donc une torche couplée à un spectro de masse. On a aussi beaucoup d'automates en ligne. On va aussi faire tout ce qui est spectrométrie gamma pour suivre les radioéléments.
Et puis, en termes d'exploitation, on a aussi une partie de génie chimique avec la production d'eau déminéralisée ou la production de monochloramine. Donc, c'est un produit qui nous sert à gérer le risque microbiologique sur le circuit de refroidissement. Dans ce qu'on appelle l'environnement, il y a toute la surveillance de l'environnement. Donc là, vous voyez 2 photos avec une technicienne ici qui est en train de faire un prélèvement d'aérosol avec un prélèvement ponctuel. Et à gauche, elle est en train de lancer des analyses de tritium. Et puis, on a aussi toute une partie réglementation parce que le législateur français est extrêmement prolixe en matière d'environnement et donc on se doit de respecter la réglementation, sachant qu'en plus de la réglementation classique, on a une réglementation spécifique pour les centrales nucléaires. Alors, une centrale nucléaire, sur l'aspect un peu plus humain, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous ai parlé de 4 tranches. Alors, on a un jargon. Une tranche, en fait, ce n'est pas une tranche de jambon, c'est une unité de production, un réacteur, une turbine, un aéroréfrigérant éventuellement. Donc, sur les sites qui ont 4 unités de production, il y a à peu près 1400 personnes et environ 900 personnes qui sont là tous les jours. Alors, on peut monter jusqu'à 3000. Cet été sur le site de Dampierre en Burly, où nous sommes en visite décennale. Sur une des unités de production, on est monté jusqu'à 3000 entrées sur la journée. Donc, il y a beaucoup de monde qui travaille. Alors, sur les salariés EDF, on a à peu près 70% de personnes qui sont titulaires d'un bac+2 et 25% d'un bac+5. Alors, on a beaucoup de métiers. Sur une centrale nucléaire, donc des automatismes, des mesures physiques, de la chaudronnerie, donc des matériaux, de l'électricité évidemment, et puis de la chimie. Donc la chimie, nous sommes 60 à la centrale de Dampierre en Burly. Juste dans le domaine chimie-environnement, on va monter à peu près jusqu'à 80-90 si on a les métiers qui ont une thématique chimie ou environnement, mais qui n'appartiennent pas au service. Alors une centrale nucléaire, c'est un employeur local très important. On a à peu près en ce moment entre 60 et 90 recrutements en CDI par an, tous métiers confondus et tous diplômes confondus. Et on fait énormément d'alternance. En fait, vous voyez, on a 85 alternants chaque année sur la centrale de Dampierre, souvent sur 2 ans. Donc, on a une quarantaine d'offres à peu près chaque année qui est publiée sur EDF Recrute. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors voilà, c'est un petit organigramme rapide pour vous donner les différents types de métiers. Donc, on est organisé par pôle. Donc, il y a un pôle production où est rattachée la chimie. On est très proche de ceux qui vont produire les mégawatts et tout ce qui va aller à côté. La maintenance, elle, va intervenir plus ponctuellement pour l'entretien des circuits et des matériels qui constituent la centrale. Mais en tout ce petit monde-là travaille main dans la main. Une centrale nucléaire, c'est très complexe, c'est très riche. Et en fait, tous les métiers ont leur importance. On a forcément un bout de la solution. Mais on doit travailler ensemble. Alors, maintenant, donc voilà, je vous ai fait un petit topo rapide sur une centrale nucléaire, son organisation. Je vous ai donné un avant-goût de la chimie. Alors, on a de la chimie en centrale nucléaire, mais là, vous avez une carte de France qui reprend les centrales nucléaires avec les entités d'ingénierie et certaines centrales thermiques à flamme, comme Montereau ou Le Havre. Donc, en fait, vous voyez, on a de la chimie et des centres d'ingénierie un peu partout, notamment en région parisienne. Donc, alors, les entités d'ingénierie nationale, on les appelle les services centraux. Ils sont essentiellement à Paris, à Lyon, Tours et Marseille. Et on se déplace aussi un peu. Alors, l'ingénieur chimiste. L'ingénieur chimiste, en général, sur une centrale nucléaire, il est bac+5, il a fait une école d'ingé en chimie, ou il a fait un master en chimie ou en matériaux. Il peut travailler soit en centrale nucléaire, soit dans les services centraux. Alors, sur les services centraux, il va avoir une grande partie de son travail qui va être dans les bureaux, mais il est en lien avec ses collègues qui vont porter des dossiers connexes et également avec les personnes qui sont sur les centrales nucléaires, avec qui il va échanger régulièrement des informations au sujet de la thématique qu'il porte. On a des experts en chimie analytique parce qu'on a beaucoup d'appareils et donc on a aussi besoin d'avoir des experts analytiques. Alors, c'est une organisation qui est typique EDF que vous ne retrouverez pas chez d'autres exploitants nucléaires. En fait, EDF est le plus gros producteur d'électricité nucléaire au monde et donc on a une organisation
avec des entités centrales pour regrouper les compétences. Alors, sur une centrale nucléaire, donc un centre nucléaire de production d'électricité ou CNPE, on a l'ingénieur chimiste. On a aussi des ingénieurs environnement qui vont traiter de dossiers assez généraux, avec une thématique qui va concerner les effluents notamment. Et puis, on a aussi d'autres métiers où la composante de chimiste est très intéressante, comme l'ingénieur d'exploitation. Donc, alors, il a un diplôme de chimiste et c'est lui qui va faire tourner la centrale en 3/8. Avoir des notions de chimie, c'est intéressant parce qu'il y a des notions de génie chimique et c'est ce qui se passe dans les circuits. On a aussi les ingénieurs en radioprotection ou en sécurité, parce que qui dit radiochimie dit aussi radiologie. Donc, c'est une formation qui est intéressante. On fait aussi beaucoup de management quand on a un diplôme d'ingénieur de chimie. Alors, pas tout de suite, hein, mais en tout cas, c'est plutôt intéressant. Et puis, on fait aussi beaucoup de pilotage de projets. Ça, c'est quelque chose que les ingénieurs généralistes savent très bien faire, mais avoir un diplôme d'ingénieur en chimie, vous pouvez aussi le faire, mais vous avez une compétence métier aussi importante qui est très intéressante. Et puis, bien sûr, on a des centres d'ingénierie sur site, hein, on a des services à peu près 40 à 60 personnes qui vont travailler sur les grands suivis de tendance de la centrale, et on a aussi des personnes qui ont des profils de chimistes qui travaillent dans ce service-là. Alors, Bac+2. Bac+2, donc on a des personnes qui ont des DUT et des BTS. Alors oui, je sais, le DUT n'existe plus, mais les personnes qui ont encore été embauchées au mois de septembre étaient titulaires d'un DUT. Donc, c'est les deux grandes formations sur lesquelles nous allons aller, sur les thématiques chimie et génie chimique. Faire de la biologie, vous ne maîtrisez pas les techniques analytiques qu'on utilise au quotidien. Et donc, les passerelles sur une centrale nucléaire sont un peu plus compliquées à trouver. Alors, quand un jeune Bac+2 rentre chez nous, il va d'abord avoir un poste de technicien. Donc, il va faire un certain nombre de prélèvements sur nos circuits de refroidissement ainsi que dans l'environnement. On a toute la maîtrise aussi des postes analytiques. Donc, en fait, on a à peu près 5 postes de travail pour un technicien et il doit être habilité. Il peut les tenir à tout moment. Donc, par contre, il y a un ordre parce que ce n'est pas évident de passer de la zone contrôlée à la production d'eau déminéralisée ou au laboratoire. Donc, en fait, on a un rythme, c'est à peu près 3 semaines sur chaque poste et ils tournent. Et avec le système des astreintes, ils vont être amenés à travailler sur ces postes-là tout au long de l'année. On a beaucoup de métrologie également. Donc là, c'est tout ce qui est appareil. Donc là, la maîtrise de l'anglais est importante parce que la plupart des documents d'utilisation des appareils sont en anglais. Et donc, il vaut mieux comprendre la langue de Shakespeare. On ne la parle pas. Alors, sur une centrale nucléaire, on est tous français hein, en général, donc on parle français. Mais par contre, la documentation technique de nos appareils est très souvent en anglais. Et donc, le technicien, en fait, il va souvent faire ce poste de prélèvement pendant à peu près 8 à 15 ans. Et s'il souhaite évoluer, il y a des postes qu'il s'offrent à lui, soit dans le domaine de l'expertise technique ou vers des domaines de pilotage. Et s'il le souhaite, ça c'est aussi une des caractéristiques d'une entreprise comme EDF, on va lui proposer de passer dans le collège cadre après une formation en interne et une sorte de jury. Donc on va lui demander de préparer un sujet pour passer dans l'encadrement et accéder à d'autres postes de responsabilité. Donc, en fait, on ne s'ennuie jamais sur une centrale nucléaire. Et tout au long de votre carrière, en fonction des opportunités qui s'offrent à vous et de votre volonté, on peut faire plein de choses. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai pu faire en tant qu'exemple. Ah oui, alors avant, je vais quand même vous expliquer ce qu'on attend d'un chimiste et pourquoi c'est intéressant d'être un chimiste. D'abord, ce qu'on attend d'un chimiste, c'est de travailler en équipe. Parce que, comme je vous l'ai dit, on a un bout de la solution, mais il y a plein d'autres métiers qui rentrent dans la résolution d'un problème. Et donc, il faut qu'on apporte notre pierre à l'édifice à bon escient. Donc, il faut aimer travailler en équipe. On doit être ouvert, parce que nous, effectivement, en tant que chimiste, on a bien le phénomène physique ou chimique qui va se produire, mais voilà, comment on va résoudre la situation, il va falloir qu'on échange. On attend aussi de les personnes qu'elles soient authentiques quand la situation est difficile, que vous avez quelque chose qui ne se passe pas bien, vous ne pouvez pas porter de masque. Donc, en fait,
La politesse est absolument indispensable, mais vous devez être vrai pour avoir confiance dans l'équipe dans laquelle vous travaillez. La solidarité et l'engagement est vraiment extrêmement important. Vous devez être persévérant parce qu'on a souvent raison en tant que chimiste, parce qu'on connaît les phénomènes qui vont s'enclencher à moyen terme. Par contre, nos collègues d'autres métiers ne voient pas forcément directement ce qui va se passer. Donc, parfois, on est un peu des prophètes. Dans 5 ou 10 ans, il va se passer telle chose. Donc, parfois, on a du mal à être cru immédiatement. Donc, il ne faut pas lâcher, il faut être très persévérant. Et puis, vous devez être leader parce qu'on a une sensibilité super intéressante sur le domaine de l'environnement, sur les matériaux, sur la corrosion. Et c'est des sujets qu'on doit prendre en compte au quotidien. Et donc, voilà, quand le chimiste dit « moi, je pense qu'il faudrait faire ça », en général, si vous êtes convaincu que vous avez les bons arguments, vous allez entraîner vos collègues et ça se passe très bien. Alors, ce qu'il apporte, notamment pour les ingénieurs, c'est qu'avec notre composante métier qui est très forte et les connaissances qu'on a sur tout ce qui est domaine matériaux notamment, on apporte une vue différente par rapport aux ingénieurs généralistes ou d'autres métiers. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on recherche dans l'entreprise, cette diversité. On est plutôt dans le domaine génie chimique et analytique. Alors, ceux qui sont passionnés de synthèse organique, ce n'est pas sur une centrale nucléaire qu'on fait ça. Hein. Voilà. La chimie du carbone, c'est très bien, mais pas trop chez nous, on se limite au CO2. Il y a l'expertise. Voilà, moi, je suis chef de service chimie environnement, je suis ingénieur chimiste, et quand je parle au nom du service, le fait de savoir de quoi je parle, ça aide. Alors, je n'ai pas la réponse à tout. Hein. Parfois, mes techniciens en savent beaucoup plus que moi sur une thématique, mais je suis parfaitement capable aussi de communiquer. Ce qu'on attend aussi du chimiste, c'est qu'il soit capable de communiquer et de vulgariser ce qu'il connaît, parce qu'on nous fait souvent le reproche en tant que chimiste de parler un langage incompréhensible pour le commun des mortels. Et il est hyper important d'expliquer les conséquences avec des mots simples et de ne pas rentrer dans le langage du professeur Nimbus. On a cette sensibilité par rapport à l'environnement, et ça, c'est hyper intéressant. Et puis, on a des parcours professionnels extrêmement variés. Donc là, je vais enfin réussir ma transition. Alors, mon parcours. Donc moi, j'ai 47 ans bientôt. J'ai terminé mes études à l'école d'ingénieurs de chimie de Strasbourg, donc l'école de chimie, polymères et matériaux, en 98. Alors, en 98, c'était une époque où, pour un ingénieur chimiste, en sortant de l'école d'ingé, vous aviez 3 options, le service militaire pour les garçons. Sinon, pour les filles, c'était la thèse ou le chômage ou sinon l'informatique. Alors, ce n'était pas très, très encourageant pour moi parce que je n'aime pas l'informatique et je n'avais pas très envie de faire une thèse. Et par contre, j'adore l'histoire. Et j'avais très envie de travailler dans le domaine de la restauration et de la conservation d'objets d'art. Et il se trouve qu'EDF, qui fait du mécénat technologique et scientifique, avait publié une offre de stage dans ses laboratoires à Paris pour travailler sur les produits de corrosion des alliages cuivreux archéologiques. Donc, j'ai postulé, j'ai fait un stage et EDF, côté nucléaire, recrutait beaucoup d'ingénieurs en chimie dans le bâtiment d'à côté. Donc, j'ai donné mon CV et j'ai été retenue. Donc, depuis 1998, je suis dans le domaine du nucléaire, donc ça fait 24 ans. Et je ne me suis jamais ennuyée. Alors, pourquoi? Alors, en fait, pendant 8 ans, j'ai travaillé dans les services centraux pour les centrales nucléaires. Donc, j'ai mis au point des techniques d'exploitation. Donc là, j'ai beaucoup discuté avec des personnes qui venaient de site. On a fait des essais sur site avec différents collègues. Ensuite, je suis partie à Nogent-sur-Seine, où là, j'étais plus sur le domaine environnement et j'ai découvert des métiers qui étaient très proches de ceux de la chimie, sur la gestion des déchets, sur finalement une centrale nucléaire, quel est son impact dans le domaine de l'environnement. Puis, j'ai commencé à tâter un petit peu du management et du rôle de la chimie et des métiers de mon service dans le fonctionnement d'une centrale. Donc, qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris de travailler en équipe. En gros, on n'est jamais seul à avoir la solution. Et c'est bien parce que quand on a un problème très complexe, avoir cette responsabilité-là, ça serait quand même, c'est très impressionnant, puis on n'y arriverait pas. J'ai appris à découvrir le merveilleux monde de l'exploitation d'une centrale nucléaire. Une machine, on a une relation un peu particulière en fait, parce que chaque machine a son fonctionnement, elle a ses habitudes, ses bruits. Et en fait, quand vous travaillez quotidiennement avec elle, vous savez qu'une unité 1, elle se comporte de telle manière, dans telle circonstance, ce qui n'est pas le cas de la 4.
Et donc, vous allez adapter. Voilà. Vous les connaissez bien, ces machines, et vous avez envie qu'elles produisent et que ça se passe bien avec toute l'équipe. Beaucoup d'humilité. Alors, en tant qu'ingénieur, en fait, quand on sort d'école, on a l'impression de tout savoir. Hein, nos profs aussi nous le disent. En fait, non, on ne sait pas grand-chose. Et souvent, la réponse à une question, c'est la personne qui est sur le terrain, qui n'est pas forcément bac plus 25, hein, mais lui, il connaît la machine. Il a une partie de la réponse. Il n'a pas toute la réponse. Mais par contre, c'est hyper intéressant de savoir poser les bonnes questions, de travailler avec les gens pour avoir ces informations-là et ensuite organiser. Donc, beaucoup d'humilité, de l'ouverture, parce que voilà, on apprend plein de métiers différents. La découverte aussi de la réglementation, qui est extrêmement riche et qui est contraignante. Et pourtant, il faut quand même qu'on produise nos mégawatts en toute sûreté et dans le respect de l'environnement. Et puis, voilà, comment est organisée une centrale nucléaire. Et ça, c'était vraiment très, très bien. Alors, je ne me suis pas arrêtée à Nogent-sur-Seine. Avec mon mari, nous sommes partis à Cattenom, donc qui est à côté de Thionville, dans le 57, où là, j'ai été chef de service délégué d'un service qui s'occupait de déchets, de combustible et de logistique. J'y ai passé 2 ans. Et puis après, je suis passée chef de service RH. Alors, c'était assez surprenant parce qu'effectivement, moi, j'ai un diplôme de chimie, hein, je n'avais rien fait de plus. Mais c'est aussi pour la grande force d'EDF, c'est de pouvoir proposer à des personnes qui ont envie de faire des pas de côté par rapport à leur métier d'origine et de travailler là-dessus. Alors, bon, quand les cadres RH m'ont vu arriver, ils étaient un peu étonnés en se disant, bon, OK, elle est chimiste, très bien, nous, on ne fait pas de chimie. Donc, moi, je leur ai apporté la vision du fonctionnement d'une centrale, du fonctionnement des équipes, et eux m'ont apporté la partie expertise RH, le management. Et ça a été une période vraiment formidable. J'ai aussi eu l'occasion de travailler avec tous les centres de formation. Parce que dans la partie RH, on a cette partie d'échange avec les IUT, avec les écoles d'ingénieurs, les collèges, les lycées. Et pour ma fonction actuelle de chef de service, ça m'a vraiment bien rendu service. Et en 2016, j'ai quitté la Moselle pour le Loiret. Donc le Loiret, c'est la région autour d'Orléans. Et donc je suis chef du service chimie environnement. Je suis revenue à mes premiers amours depuis 2016. Donc, j'encadre 60 personnes, donc ça fait 3 équipes. Une équipe qui est sur plutôt la thématique environnement, les prélèvements, une équipe sur la chimie, et j'ai l'ingénierie environnement avec l'encadrement. Voilà, donc 3 équipes. Donc, en tant que manager, je m'occupe des formations, de l'organisation du service. On a des projets. Il faut qu'on ait des représentants du service dans ces différentes instances pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Donc, à moi de m'assurer que la personne a les bonnes compétences et le bon comportement, parce que voilà, elle représente le service. Et puis, il y a tout le rôle de chef. Alors, vous verrez quand vous travaillerez avec des équipes, on peut parler de manager, mais manager, ça fait très administratif. En tout cas, EDF, c'est comme ça. En fait, vous êtes votre chef. Alors, le chef, on peut râler contre le chef, hein, qui a pris une décision nulle et sur laquelle on n'est pas d'accord. Mais en même temps, le chef, c'est celui qui entraîne. Donc, votre boulot, ce n'est pas forcément d'être gentil, d'être sympa avec tout le monde. Hein. Vous devez être juste et vous devez être capable d'entraîner. Et quand il y a des âneries qui ont été faites, vous devez les assumer. Vous en tirez le retour d'expérience, vous évitez de les reproduire, mais surtout, vous n'êtes jamais seul. Et c'est ça qui est absolument passionnant. C'est que vous allez connaître les gens, vous allez les entraîner, leur expliquer pourquoi on doit faire ça ou telle solution, leur demander leur avis. Parce que comme je vous l'ai dit, la solution que vous pouvez imaginer seule dans votre bureau ou dans votre tête, elle ne sera pas forcément la bonne. Et c'est justement ça qui est hyper intéressant dans mon parcours, c'est que j'ai eu l'occasion de travailler dans des domaines très différents, avec des personnes différentes, avec des profils différents. Et on est tous passionnés par nos métiers. Et finalement, quand on a envie d'y arriver et qu'on fait confiance aux autres, et qu'on a avec nous des personnes avec des profils très divers, on s'en sort super bien. Et donc, en gros, de mon parcours, ce que je trouve super intéressant, c'est d'avoir cette ouverture en permanence, et je ne m'ennuie jamais. Parce que voilà, vous avez aussi le quotidien technique, hein, vous avez ce qui est prévu, vous avez forcément des petits aléas, un appareil qui tombe en rade, alors que ce n'était vraiment pas le moment. Donc, il faut trouver une solution. Il y a des personnes qui sont malades, donc il faut trouver un changement d'organisation. Il y a un nouveau texte de loi qui est sorti et à appliquer tout de suite maintenant. Et voilà, ce n'est pas super simple. Donc, vous avez plein de défis à relever au quotidien, mais vous n'êtes jamais seul. Et donc, intellectuellement, vous grandissez tout le temps. Alors, comment nous rejoindre ?
Alors, j'ai oublié de mettre la notion de stage. Je vous présente toutes mes excuses. Mais sur une centrale nucléaire, le mieux, c'est l'alternance. Également dans les services centraux, notamment à la direction industrielle où j'étais au début de mon parcours. L'alternance, alors pourquoi l'alternance? C'est parce que vous allez être intégré dans une équipe, vous allez être encadré par quelqu'un qui est missionné spécifiquement sur le sujet, qui est reconnu. Alors EDF accompagne aussi ces alternances, ça permet aussi de faire des études que vos parents ne pourraient pas forcément vous offrir. Ça aussi, c'est important. Par exemple, à la centrale de Dampierre, on a beaucoup travaillé avec l'IUT de Villeneuve-d'Ascq, hein, donc vous voyez le Loiret, Orléans, Villeneuve-d'Ascq, Lille, avec des jeunes qui venaient de la région d'Orléans ou de Gien, et payer des loyers et des transports, ça aurait été jamais envisageable pour eux. Bon, EDF a pris en charge. Et donc, ils ont pu faire des études qu'ils n'imaginaient pas autrement. Alors, par contre, il y a une contrepartie, hein. Si on vous offre ces études, on attend en contrepartie que vous soyez sérieux, que vous ayez votre diplôme et que ça se passe bien. Mais bon, voilà. On vous aide, mais on attend aussi ce retour-là. C'est une voie d'excellence parce que la plupart des écoles, que ce soit en école d'ingé ou sur du Bac+2, vous avez souvent un programme qui est très similaire à ceux qui ne font pas d'alternance, mais par contre, dans un délai moindre. Par contre, vous avez une maturité et vous avez la finalité de ce que vous apprenez à l'école. Et ça, c'est très, très intéressant. Et en entretien, on a une vraie différence entre ceux qui ont fait un stage et ceux qui ont fait de l'alternance. Alors après, toutes les formations ne proposent pas de l'alternance. Ce n'est pas toujours facile de trouver de l'alternance. Si vous faites un stage, investissez-vous, essayez de faire des stages un peu plus longs. Voilà, si vous avez 4 semaines de stage obligatoire, mais que vous pouvez en faire 3 de plus, ben faites les 3 de plus, que ce soit EDF ou ailleurs. Ça vous permettra d'avoir un sujet peut-être un peu plus intéressant, de voir davantage. Soyez super curieux, posez des questions. La plupart des gens adorent parler de leur métier. Donc, posez des questions, intéressez-vous, soyez impliqués, ça va très bien fonctionner. Et puis, il faut aussi savoir que l'alternance comme l'intérim, le stage dans une moindre mesure nous permet de voir comment la personne fonctionne dans l'équipe. Recruter quelqu'un pour une entreprise, pour une entité, c'est un pari. Si dans un collectif, il y a une personne qui n'a pas du tout le même esprit, même si elle travaille bien, ça peut très mal se passer. Or, je vous l'ai dit, notre objectif, c'est que tout le monde travaille de manière très solidaire et très engagée. Donc, parfois, l'avantage de l'intérim, de l'alternance ou d'un stage, c'est de se dire que, ouais, OK, l'entreprise, elle fait peut-être des choses bien, mais son fonctionnement ne correspond pas à mon fonctionnement à moi. Et dans ces cas-là, bah, voilà, on a testé, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Par contre, si ça fonctionne bien et si on a une offre d'emploi à pourvoir, ben on connaît la personne, on a vu que ça se passait bien, qu'elle était motivée, qu'elle s'intégrait bien dans l'équipe, qu'elle avait une vision de parcours professionnel qui correspondait bien à ceux de l'entreprise. Et dans ces cas-là, c'est beaucoup plus facile. Alors, pour les ingénieurs, n'hésitez pas non plus à travailler sur des contrats de prestations intellectuelles. Hein. Parfois, on a des dossiers qui sont très ponctuels. On fait rarement de l'intérim sur de l'ingénierie parce que ce n'est pas très adapté. Mais ça nous permet de rencontrer des personnes. On se dit, bah, tiens, sur tel dossier, la personne, elle est intéressée, elle est pertinente, elle est bien organisée, elle aime bien ce que nous, on fait. J'ai une offre d'emploi à pourvoir, ben, je vais lui demander si elle peut nous envoyer son CV. Ça peut être intéressant. Donc, faites-vous connaître. Donc, tout ça, c'est retenu où? Sur EDF Recrute. Alors, pas l'intérim. Hein. L'intérim, c'est les entités qui vont le faire au niveau local. Mais de manière générale, l'alternance, les stages ou les recrutements vont passer sur edf.fr et sur la partie EDF Recrute. Donc, vous avez plein de filtres en fonction des régions, des entités. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je suis tout à fait disponible pour répondre à vos questions. Et puis, j'espère que ça a pu répondre à vos attentes. Merci, Madame Vulcain. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une, peut-être que ça fera venir les autres questions. Justement, vous avez été à la place de ces jeunes. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé vers la chimie, en fait? Alors, la chimie, en fait, je n'aimais pas la chimie au collège, jusqu'en 4e. Et parce qu'en fait, on faisait que de l'électricité, je trouvais ça, enfin voilà, je trouvais pas ça super intéressant. Et par chance, notre prof de physique-chimie est partie en congé maternité. Et elle a été remplacée par une dame qui revenait, qui avait fait son postdoc aux États-Unis,
qui revenait en France et donc qui avait pris ce travail-là en intérim. Et là, elle avait alors, un truc qu'on ne doit jamais faire, des bidons, des petits flacons non identifiés. Un truc impossible. Et elle les a prélevés dans des tubes à essai devant nous et elle a rajouté de la soude et en fonction de la couleur des précipités, on a su ce que c'était. C'était du cuivre, de l'argent, du zinc. Ce que vous faites, ce qu'on fait en 4e, 3e, mais là, elle l'a fait de manière ludique. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Je me suis dit, mais c'est super, on peut être un Sherlock Holmes, Merlin et Madame Irma, finalement, avec la chimie. Donc, ça reprend un petit peu ce qu'a dit la précédente personne qui parlait de son métier au CNRS. La chimie, en fait, on va comprendre ce qui va se passer dans la matière. On est capable de comprendre ce qui s'est passé, comment ça s'est fait, ce qu'il va se passer, et en plus de le maîtriser. Et donc, le domaine de la chimie, cette dame était ingénieure chimiste, hein, elle avait un diplôme d'ingénieur en chimie. Donc, je suis partie là-dessus. Alors, le fait d'être une fille, voilà, au début des années 90, c'était pas forcément gênant parce que la chimie a toujours été plutôt féminisée. Ingénieure, par contre, sur l'entité de production, je vous cache pas que j'avais 14 ans et j'étais allée sur un forum et il y a un monsieur qui m'a dit que c'était pas un métier pour les filles. Donc là, je me suis dit, c'est sûr, ça sera pour moi. Voilà. Par contre, au quotidien, EDF, j'ai jamais eu de soucis. On est traité de la même manière que les garçons, avec beaucoup de bienveillance. J'ai jamais eu à m'imposer. Ce qui est intéressant, c'est la diversité dans les équipes. En tant que manager, avoir une équipe que de filles ou que de garçons, d'abord, ça fonctionne pas du tout de la même manière. Mais c'est beaucoup plus intéressant d'avoir les deux, d'avoir des jeunes, des moins jeunes, des personnes avec des parcours diplômés Bac+5 ou Bac+2, avec ceux qui viennent plutôt du terrain. Donc, la diversité est une vraie force et moi, j'ai pu en bénéficier. Donc, être une fille, ça ne m'a jamais posé de problème. Être maman non plus. Hein. J'ai 2 enfants qui ont maintenant 12 et 14 ans. Mon mari travaille travaille aussi comme moi. On a lui aussi Bac+5. On n'a jamais eu de soucis. En fait, c'est aussi l'avantage d'une grande entreprise comme EDF, c'est que les mutations, on a pu les faire à 2. Alors, c'est vrai que dans mon parcours, j'ai pu saisir des opportunités différentes. Je me suis aussi déplacée parce que voilà, les centrales nucléaires, elles ne sont pas à un seul et même endroit. Si je n'avais pas eu cette mobilité géographique, j'aurais peut-être eu un parcours un peu différent, peut-être un peu moins rapide, mais je l'aurais eu quand même. Voilà. Donc, la chimie, oui, c'était cette notion de comprendre pourquoi et ce qui allait se passer. Et que ça me plaisait beaucoup. Hein. Et voilà. Et EDF, ça me permet, tous les jours, j'apprends des choses et ça c'est chouette. Est-ce que vous avez des questions? Non, j'étais trop claire, je vous ai assommé. Madame. Non, alors en fait, on a des personnes qu'on appelle les ingénieurs d'exploitation cœur combustible qui notamment font souvent les formations à l'Institut de physique de Grenoble, qui vont travailler là-dessus. On a des entités qui sont spécifiques qui vont travailler sur la conception des cœurs par rapport à la réaction. Nous, en tant que chimistes, on s'assure de la concentration en bord qui va maîtriser la réaction neutronique. Donc, tout au long du cycle, en fait, ce qu'on appelle un cycle, c'est toute la durée de fonctionnement du réacteur. Ça va durer, selon les réacteurs, entre 10 et 15, voire 18 mois. On va ajuster la concentration en acide borique en bord par rapport à la puissance du cœur, à sa réactivité. Donc, au début, on va mettre beaucoup de bord pour bien maîtriser la réaction. Et à la fin du cycle, le cœur a un épuisement beaucoup plus important. Donc, on va réduire au fur et à mesure la concentration en bord. Ça, c'est surtout le boulot de la chimie. Vous n'avez pas de questions sur l'environnement, si on fait des choses horribles ou pas? Non, en fait, je vous ai, sur le schéma là qui explique ce qu'on fait, non, on ne fait pas de choses horribles. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que une centrale nucléaire, chaque centrale nucléaire a ce qu'on appelle une autorisation de rejet et de prise d'eau. Donc, vous avez, ça fait à peu près 40 pages, écrit tout petit, avec plein de tableaux. Et on va vous expliquer, par exemple, que vous avez le droit de rejeter en Loire, pour la centrale nucléaire de Dampierre, telle substance, donc la morpholine, qui est une amine de conditionnement qui nous permet d'avoir un pH basique dans le circuit secondaire pour limiter les problèmes de corrosion. De manière très précise, on a des flux 2 heures, 24 heures annuels. Donc, on n'a pas le droit de les dépasser.
Donc, on récupère nos effluents. Parce qu'en fait, les circuits sont fermés, mais on va en purifier une partie. Donc, on a des petits appoints rejets ponctuels. Et avant de les rejeter en Loire, d'abord, on évite d'en rejeter parce que moins on en fait, mieux c'est. Mais quand on doit le faire, on n'a pas le droit de le faire n'importe comment. Et tous ces calculs ont été faits pour limiter l'impact par rapport à l'environnement. Donc ça, c'est à la source. Et on a des prélèvements donc, quotidiens à l'extérieur sur les eaux réceptrices, par exemple l'eau de Loire, pour s'assurer qu'on a bien respecté nos limites. Et puis, on a des bilans annuels qu'on fait faire à des entreprises extérieures, des instituts de recherche, par exemple le rapport radioécologique. Donc là, vous êtes là pour le Scrabble. C'est génial, vous avez des noms de petites bêtes ou de plantes microscopiques qui sont analysés tous les ans pour voir si la population a changé ou non et comprendre pourquoi. En fait, sur Dampierre, les rapports radioécologiques montrent qu'on peut avoir des évolutions du système, mais c'est plutôt associé à la Loire. La Loire est un fleuve dit sauvage, donc il n'y a plus de dragage depuis plusieurs années. Et donc, ou par rapport aux conditions climatiques, on n'a pas d'impact. Alors, quand je vous disais par rapport au rejet thermique, on n'a pas le droit d'échauffer les eaux de plus de 0,5 degrés Celsius. Donc, une centrale nucléaire, même en pleine canicule, ne réchauffe pas l'eau. Au contraire, on la refroidit. Et c'est pour ça qu'on a souvent beaucoup de poissons à proximité. C'est qu'avec les aéroréfrigérants, on renvoie une eau beaucoup plus fraîche que celle qu'on a pompée en Loire. Ça refroidit quand même pas le fleuve parce qu'on prélève que des petits volumes par rapport au volume du fleuve. Mais en tout cas, on n'a pas d'impact sur notre environnement et on s'en assure très régulièrement et avec des entités externes. Oui ? Alors, ça a été, oui, effectivement. D'abord, il faut que l'eau reste liquide, donc on s'est assuré que les fleuves n'allaient pas geler. Et alors, sur une centrale comme Dampierre, on n'a pas d'impact par rapport à la température. On a arrêté, il y a des centrales qui n'ont pas d'aéroréfrigérant et donc qui peuvent s'arrêter en période de canicule parce que là, ils renverraient de l'eau trop chaude dans le fleuve. Et dans ces cas-là, elle s'arrête. Nous, non. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Si par exemple, l'eau est trop chaude ? Non, en fait, on a des calculs, on a dimensionné, les circuits sont indépendants, donc on aurait une perte de rendement par rapport à la vapeur, mais ça ne nous empêcherait pas de produire. Après, c'est plutôt une question d'eau disponible, mais quand on a construit les centrales, on a choisi des endroits où on était sûr d'avoir des débits d'eau, par exemple le Rhône ou le Rhin, et on a des barrages qui sont situés en amont des fleuves pour permettre le soutien, sachant que ces débits de soutien ont été calculés pas uniquement pour les centrales nucléaires, hein, ça participe aussi à l'eau potable, aux besoins agricoles. Donc en fait, la température de l'eau pour nous n'est pas un problème, on perdrait juste en rendement pour une centrale comme Dampierre. Par contre, d'autres centrales, elles sont obligées de s'arrêter parce qu'on aurait un échauffement trop important et donc on arrête. Même si quand parfois on a de l'eau qui a plus de 35 degrés, hein. Mais parce que voilà, c'est la canicule et qu'il fait très chaud et voilà, c'est pas nous qui avons réchauffé l'eau à 35 degrés. Pas du tout. En fait, on fait pas du tout de CO2 déjà. Donc ça, c'est ça qui est super intéressant. On utilise de l'eau. Alors oui, en termes de déchets nucléaires, oui, on en produit, et par contre, on trie tout. Et donc, les déchets, ce qui est hyper intéressant, et ça, c'est une fierté nationale, hein, quand même, on peut le dire, c'est que grâce à Areva et à la Hague, on envoie le combustible usé à la Hague, et là, tout va être retraité. Donc, on va séparer les déchets à de très haute activité du reste, de manière à avoir des filières adaptées. Donc, oui, on fait des déchets, mais on a des déchets conventionnels parce que quand vous travaillez dans les bureaux, c'est un déchet conventionnel. On a des filières de tri, mais effectivement, on fait très peu de déchets. Et on trie depuis le début, surtout sur le nucléaire. Alors, en termes de visite, si vous souhaitez en savoir davantage sur les déchets, n'hésitez pas à aller à côté de Troyes. Vous avez le centre de stockage des déchets radioactifs.
Donc, ils reçoivent les déchets radioactifs d'EDF, d'Areva, du CEA. On a des filières qui sont très, enfin, tout est normé, vérifié et on s'engage à avoir la plus grande transparence. Tout à fait. En fait, alors, si vous allez sur le stand EDF, vous verrez, il y a des photos qui tournent, notamment d'une partie de mon équipe qui ont été prises il y a à peu près 2 mois. Ils sont dans ce qu'on appelle la zone contrôlée. En fait, dans le schéma sera plus simple. En fait, vous voyez le cœur qui se trouve dans ce qu'on appelle le réacteur. Mais entre la salle des machines qui contient le circuit secondaire et le circuit primaire, on a d'autres bâtiments où on est en tenue blanche pour un certain nombre de centrales. Donc, en fait, pour y rentrer, vous êtes en sous-vêtements, vous mettez une tenue blanche avec t-shirt, chaussures, et vous avez un film dosimétrique, hein, c'est ce que portent les dentistes, notamment quand ils vous font des radios des dents. Et vous pouvez travailler en zone contrôlée. Et en fait, les gants ou le matériel qu'on peut utiliser, même si c'est du papier qui vous a juste servi à prendre des notes sans avoir été mouillé par de l'eau du circuit primaire, à partir du moment où il est rentré dans zone contrôlée, on considère que c'est un déchet radioactif. Et c'est pour ça qu'on trie, en fonction du niveau d'activité de ces déchets-là. Alors, non. Justement, le déchet radioactif, on ne peut pas le réutiliser. Par contre, on va essayer d'en réduire la quantité et réduire le volume. Donc, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, en fait. Par contre, sur les déchets conventionnels, oui, on recycle, mais on utilise, comme on est une industrie, on va utiliser les filières classiques pour le bois, pour ce genre de choses. Ah oui, complètement. Mes techniciens qui rentrent quasiment tous les jours en zone contrôlée reçoivent moins de doses qu'en prenant des avions. Oui. Alors en fait, on a des filières de traitement. Donc selon les types de déchets, donc le combustible il va partir à La Hague pour être traité. Les déchets, par exemple, les tenues avec lesquelles on s'est déplacé, alors on les lave, hein. Les tenues avec lesquelles on se déplace, j'ai oublié de vous le préciser, elles sont lavées avec un système particulier, on s'assure qu'il n'y a pas de traces de contamination, on les remet. Donc là, on les réutilise. Par contre, sur les papiers ou autres, en fonction de la radio, en fonction du niveau d'activité, on va avoir des filières particulières. On va notamment envoyer une partie des déchets à Centraco, donc qui se trouve dans le sud de la France, pas très loin d'Avignon, où là, on va brûler ce qu'on peut brûler pour réduire le volume. Alors, effectivement, ça fait du CO2, mais au moins, ça évite d'avoir des volumes énormes de déchets. Les métaux, on va les fondre pour réduire le volume. Et en fait, en fonction du niveau de radioactivité, après, on va les regrouper et la destination finale pour ces déchets de faible et de moyenne activité, ça va être dans le centre de stockage de l'Aube, à côté de Troyes. Et qui se visite, hein. Vous pouvez y aller, c'est intéressant. C'est très vert, mais vous allez voir plein d'arbres et puis vous allez voir ce centre de stockage. Par contre, les terres, par exemple, à partir du moment où vous êtes sur une centrale nucléaire, même si vous n'êtes pas du tout sur dans la zone contrôlée, s'il y a quelqu'un qui veut faire une tranchée parce qu'on veut faire passer des câbles électriques entre 2 bâtiments, cette terre-là ne peut pas sortir de la centrale comme ça. Pour la faire sortir, on va nous amener les échantillons de terre au laboratoire environnement pour s'assurer qu'on n'a rien. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne vois pas très bien dans le fond. Oui, je vous en prie. Oui, oui, oui. Alors, en fait, on a des balises. Alors, sur notamment les aérosols, on a des prélèvements en permanence à la clôture du site à 1 km, 5 et 10 km, tout autour de la centrale, sur les 4 points cardinaux et sous les vents dominants. Et puis, on va prélever l'eau. Alors, si on prend l'eau de Loire, donc on va prélever juste devant la centrale, au moment où nous, on rejette,
et quelques kilomètres plus loin pour voir si on respecte bien tous les coefficients de dilution et autres tels qu'autorisés, que pour être sûr que tout s'est bien passé. Oui ? Alors, sur les aérosols, oui, alors pas que, hein, mais la radioactivité, c'est assez facile à mesurer en fait, parce que vous avez assez peu d'interférences, donc c'est beaucoup plus facile à mesurer qu'une molécule chimique toute simple, qui, elle, peut s'associer avec d'autres substances, et donc vous ne pourrez jamais la trouver en tant que telle. Donc, sur les aérosols ou sur les liquides, on va surtout chercher le tritium, qui s'est mis sous forme d'eau, donc c'est un bêta, hein, un émetteur bêta. On va regarder aussi sur les aérosols tout ce qui est spectrométrie gamma, donc avec tous les radioéléments. Alors, on va chercher les artificiels, mais on mesure également les naturels. Et puis, alors sur l'eau, on va aussi regarder quelques substances chimiques qui, elles, ne se transforment pas aisément. Mais là, tout ce qui est chimie pure, c'est compliqué parce que, par exemple, ça ne servirait à rien d'aller chercher du sodium, parce que ça nous arrive de rejeter du sodium. Mais le sodium, on le trouve à l'état naturel en très, très grande quantité. Nous, on est en trace sous forme de ppb, donc on ne verrait rien. Donc, on va plutôt mesurer du radiochimique parce que ça se mesure facilement, en fait. Et alors oui, tous ces résultats sont communiqués, hein, on ne les garde pas pour nous. C'est aussi une obligation du nucléaire de transparence. Donc, les résultats de mesures dans l'environnement sont communiqués à l'autorité de sûreté nucléaire, donc le gendarme du nucléaire, et c'est accessible au grand public. Alors, ce n'est pas très, très sympa comme roman, hein. Vous avez des grands tableaux avec plein de chiffres, mais tous ces résultats sont accessibles au public. Il me semble qu'il y a une question là-bas, mais je ne vois pas très, très bien parce que j'ai la lumière dans les yeux. Je vous en prie. De maladie, c'est bien ça? Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu, la question, c'est est-ce que travailler en zone nucléaire peut provoquer des maladies? Alors, non, on n'est pas… en fait, les niveaux de la dosimétrie, donc la mesure de la dose qu'on peut prendre est mesurée en permanence. Et en fait, les seuils sont faits, donc on respecte les seuils français et européens, hein, sont faits pour qu'il n'y ait pas d'impact sur notre santé. Par contre, comme vos camarades pouvaient le dire, prendre l'avion vous expose à un rayonnement beaucoup plus important. Les personnes qui habitent en Bretagne, dans le Massif central ou en Corse, où on a des granites, sont exposées à la radioactivité naturelle de manière beaucoup plus importante qu'un travailleur dans le nucléaire. Mais tout ça, c'est extrêmement bien suivi. Donc, il n'y a pas de maladie. Après, l'irradiation, je ne suis pas médecin, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais effectivement, il y a des films qui racontent ce genre de choses. Bien sûr, il y a Tchernobyl, mais là, c'est des doses accidentelles. On est très, 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 très loin de ces valeurs-là au quotidien. Heureusement, du reste. Oui ? Alors, tout est fait pour que non. Par exemple, il est impossible de rentrer dans le réacteur quand il est en fonctionnement. Vous ne pouvez pas rentrer, ce n'est pas possible. Donc, ça serait très, très, très surprenant. Enfin, sur une centrale, non. Alors après, voilà, je vous le dis de mon expérience personnelle, hein, mais ça me semble, enfin, je ne vois pas comment on pourrait faire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, après, je pense qu'il va être l'heure. Par contre, si vous avez des remords ou vous êtes un peu plus réservé, n'hésitez pas à venir sur le stand EDF. Je répondrai très volontiers avec mes collègues à vos questions. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention et votre participation. Merci, Madame Vulcain.